Alors, poursuivons ces conversations sous l'arbre consacrées à la perfection des fleurs. On a vu à l'instant avec Quentin Hiernaut combien la question des fleurs, et plus particulièrement de la sexualité des fleurs, a été l'objet d'un imaginaire et de fiction scientifique. Il sera question plutôt maintenant de fiction littéraire avec Marco Martella, qui est écrivain, jardinier, membre de l'Institut européen des jardins et des paysages. Il dirige la revue Jardin, qui réunit des artistes, des écrivains, des paysagistes, des botanistes sur certains sujets régulièrement. Et ces livres relèvent à la fois de l'essai, de la fiction et en même temps de la réflexion poétique et philosophique sur le jardin, notamment dans Le Jardin perdu, qui est paru en 2011, où vous inventiez un personnage que vous auriez traduit d'un livre retrouvé dans un marché aux puces, donc un petit artifice littéraire, mais qui permettait de faire un tour des jardins, comme vous le faisiez dans Un petit monde, un monde parfait en 2018, où vous parcouriez les grands jardins européens, notamment celui de Sissinghurst en Angleterre, par exemple, ou le domaine de Versailles. Dans Fleurs, paru en 2021, de la même façon, vous procédez à un petit effet de style, un effet littéraire, en imaginant des conversations que vous auriez eues au sujet de certaines fleurs, qui chapitre l'ouvrage. Et puis le dernier ouvrage paru, qui s'appelle donc Les fruits du mirobolant, ce très bel arbre qui évoque assez spontanément l'émerveillement, même si c'est que de façon homophonique. Vous évoquez votre jardin et votre maison dans l'abri, disant ainsi « Je sais que les timides floraisons hors saison des mirobolants brillards comptent parmi les merveilles du monde végétal, que la vraie magie de la nature est là. » Alors peut-être que vous allez pouvoir nous parler de cette magie et de cette expérience intérieure que vous faites dans votre jardin. Marco Martella, je vous passe la parole. Merci beaucoup. Merci à vous d'être là. Merci à Chantal pour cette invitation. Alors oui, l'émerveillement du mirobolant, je ne sais pas si j'aurai le temps d'en parler, mais je parlerai de quelques-uns des jardins que vous avez cités déjà. Je dois dire que quand j'ai reçu cette invitation, qui m'a fait beaucoup plaisir, donc, j'étais un petit peu intimidé par le titre « La perfection des fleurs ». Quand même, c'est très haut, c'est très exigeant comme sujet, en tout cas d'un point de vue philosophique, pas uniquement philosophique. Et même si finalement la perfection des fleurs, la beauté, l'émerveillement face au monde végétal, c'est quelque chose qui fait partie de l'expérience commune, quotidienne, de ceux qui travaillent avec les jardins, des jardiniers, de ceux qui fréquentent les jardins. Et après, en réfléchissant à ce thème, voilà, il y a cette phrase qui m'est venue à l'esprit, « Si les fleurs n'étaient que belles », qui est une phrase de Senancour, que je vous ai transcrite ici en entier. Senancour, donc c'est un auteur qui malheureusement, je crois qu'il est un petit peu oublié aujourd'hui, alors que c'est un des auteurs importants du 19e siècle, qui était lu, admiré par Chateaubriand, Victor Hugo, jusqu'à Proust. Donc voilà, si les fleurs n'étaient que belles sous nos yeux, elles séduiraient encore, mais quelquefois leur parfum entraîne, comme une heureuse condition de l'existence, comme un appel subi, un retour à la vie plus intime. C'est très fort, c'est très profond, et finalement, ça nous explique, ça nous dit quelque chose qui me paraît très important, et c'est probablement de ça que je vais vous parler aujourd'hui. La beauté des fleurs, c'est pas quelque chose qu'on peut réduire à des aspects formels, aux caractéristiques formelles d'une fleur. Évidemment, on peut élargir ça à la plante, aux arbres, mais la fleur contiennent très fortement dans l'histoire des arts et cette dimension esthétique forte. C'est quelque chose qui va au-delà de ça. Donc, du coup, la couleur de la fleur, la forme des pétales, le port, etc. C'est quelque chose de plus profond qui a probablement une expérience poétique, existentielle certainement, mais probablement aussi poétique, très forte. Et ça, c'est effectivement, c'est un peu ce que vous disiez, le sujet qui m'intéresse le plus dans mes écrits, et puis peut-être aussi quand je jardine. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui nous attire vers les plantes? Qu'est-ce qui nous attire vers les fleurs? Pourquoi on est ému par les fleurs? D'où vient ce sentiment d'émerveillement? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus profond que le simple jouissance esthétique de la beauté, justement, encore une fois, formelle de la fleur? C'est de ça que je vais vous parler.
Alors, c'est un sujet je disais, très haut, très profond, qu'il faudrait aborder sur un plan philosophique. Mais je ne suis pas philosophe, donc du coup, je ne parlerai pas de philosophie, je ne vais pas essayer de conceptualiser tout ça, cette expérience très subtile, très mystérieuse, parfois très puissante, qui est l'expérience du monde végétal. Mais je vais peut-être le faire, enfin j'ai pensé que j'allais le faire, et ce serait plus simple pour moi et pour vous, en racontant des jardins dans lesquels les fleurs jouent un rôle important, et des jardiniers qui avaient un rapport très fort avec les fleurs. Donc des jardins, ce sont des jardins d'écrivains. Je suis toujours attaché aux jardins d'écrivains. D'une part parce que j'ai travaillé pendant longtemps à la Vallée aux Loups, le jardin de Chateaubriand. Donc du coup j'ai lu, relu les passages dans lesquels Chateaubriand parle de son jardin, de son jardin qu'il avait fait lui-même. Mais le problème, c'est que Chateaubriand ne s'intéressait pas beaucoup aux fleurs, en fait. C'est plutôt les arbres qu'il comptait pour lui. Donc, on le voit quand on va à la Vallée aux Loups, d'ailleurs. Mais ce qui est intéressant dans le jardin d'écrivains, c'est que justement les écrivains écrivent, et donc ils nous racontent souvent dans leurs textes, parfois dans leurs textes littéraires, parfois dans la correspondance, dans les journaux, qu'est-ce qui se passe en fait. Ils essaient de raconter, de verbaliser, si on peut dire, cette expérience. Donc il y a deux mots, deux phrases qui nous parlent et qui nous racontent, qui nous parlent de ce qu'on vit nous-mêmes, nous simples jardiniers parfois, et pourquoi on jardine, pourquoi on aime les plantes, pourquoi on a envie de toucher les plantes, pourquoi on a envie de travailler avec les plantes dans nos jardins ou en tant que visiteur de jardin. Donc, des jardins d'écrivains, et ce sont des jardins qui ne sont pas forcément les plus beaux jardins du monde, mais qui sont des jardins qui ont compté pour moi. Donc, c'est tout à fait subjectif, comme tout ce que je vais vous dire aujourd'hui. Ça n'a pas la prétention ni d'être un discours philosophique, ni scientifique. C'est tout à fait une expérience personnelle et l'expérience à travers l'expérience d'autres jardiniers dont je vais vous parler. Des jardins quand même, je pense que nous avons tous des lieux de jardins qui nous accompagnent depuis toujours. Ça fait partie de mes jardins personnels. Donc encore une fois, pas forcément les plus beaux, mais ceux qui ont compté le plus dans ma vie, c'est qui m'ont enseigné le plus d'une certaine manière. Ce sont souvent des jardins qu'on perd de vue, mais qu'on retrouve à un moment donné dans notre parcours et qui nous accompagnent en fait, presque comme des amis, des compagnons de route. Alors le premier, vous l'avez cité en fait, ça pour le coup c'est un beau jardin, un très très beau jardin. Je voulais vous parler du jardin de Sissinghurst, puisque effectivement il m'est arrivé d'écrire souvent sur ces lieux, d'autant plus qu'il y a des chances que vous les connaissiez. Enfin, j'imagine que au moins de nom, si vous êtes allé en Angleterre, je crois que c'est un des jardins les plus visités d'Angleterre, peut-être le plus visité même, avec tous les gros problèmes que ça entraîne, et dans lesquels les fleurs jouent un rôle évidemment très très important. C'est ce qu'on note le plus, souvent c'est ce qu'on note le plus dans les jardins, au détriment parfois d'autres éléments qui constituent les jardins, notamment la forme architecturale, la structure du lieu, et d'ailleurs on va les voir dans les jardins de Sissinghurst. Pour ceux qui ne le connaissent pas bien, donc c'est un jardin qui a été créé à partir des années 1930 par Vita Sackville-West, romancière, poétesse et jardinière, très 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 grande connaisseuse des plantes. Elle a beaucoup écrit. D'ailleurs, aujourd'hui, à la limite en France, plus qu'en Angleterre, on connaît mieux ses textes sur les jardins. Il y a quelques années, on a publié un petit recueil de textes. Elle écrivait, dans les dernières années de sa vie, elle écrivait uniquement des textes sur les jardinages, sur les plantes, publiés dans je ne sais plus quelle revue anglaise. Elle connaissait très bien les plantes. Et elle est peut-être plus connue aujourd'hui en France, je vous disais, plus comme jardinière que comme écrivain, ce qui est dommage parce qu'il était aussi un excellent écrivain. Donc un jardin, juste quelques informations sur l'histoire. Donc, je vous disais que c'est le jardin de Vita Sackville-West, mais c'est aussi le jardin de son mari. En général, c'est les femmes qui sont oubliées dans des histoires de couple, comme le jardin de Chateaubriand, en fait, que Chateaubriand l'a fait avec sa femme, mais sa femme Céleste, on l'oublie complètement. Là, c'est plutôt le mari de Vita Sackville-West qui est un peu relégué dans l'ombre, alors qu'il a
c'est un jardin qu'ils ont fait à deux, tous les deux. Donc, il discutait beaucoup de jardinage. D'ailleurs, l'histoire de la genèse de ce jardin est absolument passionnante, parce qu'ils s'étaient pratiquement ruinés pour acheter le château de Sissinghurst, et puis ils avaient tout investi dans le jardin, mais ils ont quand même trouvé des moyens. Donc, ils discutaient de la manière dont ils allaient partager le travail. Alors, Harold Nicholson. Donc ça, c'est Vita Sackville-West. Donc vous voyez le personnage, un personnage très attachant, mais absolument merveilleux. Donc vous voyez vous voyez la tenue quand même. Donc elle a une faucille, mais elle a aussi une cigarette, des gants. Enfin, c'est pas forcément comme ça que tous les jardiniers s'habillent quand ils vont travailler dans le jardin. Pas moi en tout cas. C'est très élégant. Enfin, elle venait d'une des grandes familles aristocratiques de l'Angleterre quand même. Et donc avec son mari, ils travaillent ensemble. Alors, Harold Nicholson s'occupait, il tenait à ce que ce jardin ait une structure forte, une architecture forte, et là on le voit, alors que Vita Sackville-West justement s'intéressait davantage aux fleurs, donc la dimension végétale, à la palette végétale. Il y a évidemment beaucoup d'arbres comme vous le voyez, mais le travail le plus fin est fait sur la palette végétale. Alors, il y a tout un travail sur les couleurs, sur la texture des plantes vivaces, des rosiers. Vita Sackville-West connaissait très bien les grands personnages du monde du jardinage anglais de l'époque. Il avait rencontré Gertrude Jekyll, que vous connaissez peut-être, grande jardinière anglaise, au centre du mouvement Arts and Crafts, qu'on connaît dans l'histoire des jardins. C'est pas uniquement de l'histoire d'ailleurs, parce qu'encore aujourd'hui, la leçon de Gertrude Jekyll fait partie de pratiques courantes de jardinage. C'est à elle qu'on doit ces fameuses bordures mixtes, dans lesquelles les fleurs jouent évidemment un rôle fondamental, qui sont choisies, les variétés, les essences de vivaces essentiellement, pas beaucoup d'annuelles, sont choisies en fonction de la couleur des fleurs, du fait que, deux principes en fait. Le premier, c'est le fait il faut arriver à une floraison pratiquement continue du printemps jusqu'à l'automne, donc avec les floraisons qui se relayent tout au long de 3 saisons. Parfois d'ailleurs jusqu'au début de l'hiver. Et puis les qualités esthétiques, formelles, disons, des fleurs, donc la couleur essentiellement. Jekyll était peintre, entre autres, et donc du coup il y a un travail très fin sur le choix des couleurs, sur la manière dont les couleurs de fleurs résonnent entre elles, les vibrations des couleurs. Et voilà, donc c'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile. Ça demande une connaissance profonde, botanique très forte des plantes, mais aussi un regard de peintre. Donc Vita Sackville-West hérite de ce jardinage, de cette manière de concevoir les jardins de fleurs, donc les jardins Arts and Crafts. Mais vous voyez qu'il n'y a pas tellement de bordures mixtes. Il y a ces grandes masses de végétal, on le voit par exemple là, avec une diversité de couleurs dans la palette végétale absolument étonnante, mais aussi une fluidité dans les couleurs qui est aussi tout à fait remarquable. Il y a 2 parties du jardin un peu plus architecturées. Donc là, là, je ne sais pas pourquoi j'ai mis cette photo, parce qu'il n'y a pas de fleurs du tout, mais là, vous avez une sorte de galerie de 2 alignements de noisetiers qui se rejoignent par les hauts. C'est comme un tunnel avec une statue de Dionysus au fond. Mais bon, ça, c'est une référence classique. C'est quelque chose qui se faisait pas beaucoup à l'époque. Enfin, la statuaire n'était pas beaucoup utilisée. C'est le végétal là, qui comptait dans ce type de jardin. Donc, du coup, c'est peut-être presque une citation de l'art de jardin précédent, du siècle précédent. Vita travaillait, donc ça c'est la roseraie. Les couleurs ne sont pas géniales dans cette photo. Et donc, chez Vita, il y a un travail très fin autour des couleurs. Là, c'est les fameux jardins blancs que vous connaissez, le White Garden de Sissinghurst, un des premiers jardins blancs, peut-être le premier dans l'absolu. Donc, c'était toutes les petites nuances de blanc de différentes plantes, des rosiers jusqu'aux plus petites vivaces, avec des nuances un peu plus argentées parfois. Donc, c'est pas uniquement du blanc. C'est très fin comme travail. Parfois, d'autres
jeux de couleurs beaucoup plus chaudes, comme on le voit ici, avec les verges d'or, le solidago et puis les dahlias. Et voilà, donc ça, c'est pas tellement de ça que je vais vous parler. Je ne vais pas vous parler de jardinage, d'horticulture. Hein. Pourquoi je vous parle de ces jardins en particulier par rapport à l'importance de fleurs et l'importance que les fleurs peuvent jouer dans la vie d'un jardinier. Je vais vous parler d'un livre en particulier qui s'appelle The Garden. Alors, ce livre, qui est très beau d'ailleurs, n'a jamais été publié en français. Ça, c'est un mystère. Non. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire. J'aimerais bien faire traduire et publier ce livre hein, qui le mérite, alors qu'il est traduit dans pas mal de langues, mais pas en français. Je ne sais pas trop pourquoi. C'est un long poème. Alors, c'est, je ne sais pas combien de vers. Enfin, c'est un poème qui est divisé en plusieurs parties en fonction des saisons. Donc, c'est une structure assez classique. Printemps, été, automne, hiver. Alors, Vita Sackville-West avait l'habitude de ça. Il avait déjà écrit un très long poème qui s'appelait The Land. Donc, c'est le grand paysage, le paysage agricole du Kent, dans lesquels se trouve Sissinghurst, qui était le paysage de Vita Sackville-West, qui était né là-bas. Sa famille était implantée là-bas depuis des siècles. Il connaissait ce paysage, il connaissait son histoire, et il parle de ce monde rural anglais qui commence dans les années 20, il écrit de l'Inde dans les années 20, qui commence à perdre son caractère. Hein, c'est le début de l'agriculture moderne. Donc avec tout ce que ça comporte, enfin on ne va pas rentrer dans cette question-là, mais Vita Sackville-West ne le percevait pas uniquement en termes de changement du paysage, mais en termes aussi c'est la vie elle-même du paysage qui change, la vie des gens qui habitaient ce paysage qui changeait. Donc tout le monde rural qui partait, qui était complètement effacé par la modernité qui avançait, mais aussi son monde à elle, le monde de l'aristocratie terrienne anglaise, auquel elle était évidemment profondément attachée. Donc après, quelques dizaines d'années plus tard, donc en 1939, elle commence à écrire The Garden, donc un autre poème, et maintenant elle passe de l'échelle du paysage à l'échelle plus petite du jardin, mais qui est toujours en lien avec le paysage. Hein. D'ailleurs, je reviens 2 secondes en arrière, vous avez vu dans cette image, voilà, vous voyez le lien qu'il y a entre le jardin, la structure du jardin, très composée, évidemment, très architecturée, et le paysage. Alors là, on voit une petite colline, mais parfois on voit davantage, quand on est dans les jardins de Sissinghurst, la campagne, avec ce qui reste encore aujourd'hui de traces, de reliques du monde rural d'autrefois. Donc, The Garden, donc, c'est un poème qui parle pas du tout de Sissinghurst, même si on voit le jardin en filigrane, évidemment, quand on lit bien le texte. Elle parle de la vie du jardinier, en fait, de la vie d'un jardin au fil des saisons. Finalement, c'est assez banal. Mais je vous disais, et tout se mélange, hein, le conseil de jardinage, les réflexions sur les plantes, les rosiers qu'elle préfère, les plantes qu'elle n'aime pas, enfin, c'est assez subjectif. C'est intéressant d'un point de vue botanique par rapport au jardinage, mais il y a un intérêt poétique aussi, mais il y a encore plus fortement, encore plus profond, un intérêt humain. Parce que je vous disais qu'elle commence à écrire ce poème en 1939, quelques semaines avant le début de la Deuxième Guerre mondiale. Après, quelques mois plus tard, il y a la bataille d'Angleterre. Enfin, il y a ce moment assez difficile pour l'Angleterre, avec des incursions presque quotidiennes de bombardiers allemands qui allaient vers Londres, hein, qui passaient juste au-dessus de Sissinghurst, qui est pas loin de la côte, en fait, de la Manche, et qui allaient vers Londres pour jeter des bombes sur la ville, et on connaît l'histoire. C'est un moment donc très difficile pour tout le monde, pas uniquement pour Vita Sackville-West, mais pour elle en particulier. Donc ses 2 enfants étaient à la guerre, sous le front, en Italie et en Afrique. Son mari était à Londres, il était au ministère de la guerre. Donc il était seul dans Sissinghurst. Elle voyait ces avions qui passaient. Il y a elle raconte des scènes de nuit où elle voit les avions qui passent dans les jardins qui étaient évidemment dans le noir parce qu'il fallait pas qu'il y ait de lumière. C'est des scènes presque apocalyptiques, très fortes, donc des images de violence, de peur, d'angoisse. Et le jardin, et ce jardin de fleurs. Donc dans ce moment très difficile, Vita, c'est que elle n'a qu'une chose à faire, c'est s'occuper du jardin et écrire son poème. Et les 2 choses vont avec, le jardinage et la poésie. Et d'ailleurs, le poème commence en disant, avec ces quelques vers que je vais vous lire, « Les petits plaisirs doivent corriger les grandes tragédies. Ainsi, ardument,
je parlerai de jardin en temps de guerre. C'est vraiment le début du poème. Donc tout au long du poème, de temps en temps, elle arrête de parler de dahlia qu'elle a cultivé, de la surprise de voir telle ou telle fleur qui apparaît, et elle parle de la guerre, qui n'est jamais absente, qui est toujours là en arrière-fond de ce qu'elle est en train de vivre. Alors, est-ce que ça a du sens de continuer à jardiner? C'est la question qu'elle se pose. Est-ce que ça a du sens de continuer à soigner un parterre de roses, une roseraie, alors qu'il y a tout ça qui se passe? Alors qu'en plus, on pensait à l'époque que l'invasion de l'Angleterre était imminente, entre autres. Est-ce que ça a du sens de continuer à faire quelque chose d'aussi inutile, d'aussi presque pathétique, que de soigner ces petites vies du jardin, qui sont confiés quand même aux jardiniers qui les a plantés et qui sont responsables. Et la réponse, évidemment, c'est oui, il faut continuer à faire ça malgré tout, comme il faut continuer à écrire malgré tout, malgré le désespoir, malgré l'angoisse, malgré l'anxiété. Le jardinage, le jardin, la beauté des fleurs, c'est probablement la seule chose qu'on peut opposer à la barbarie, à la destruction, à l'histoire, d'une certaine manière. Elle dit justement dans un passage, qu'est-ce qu'elle peut faire, ces petites primevères, face aux bombes? Ce n'est pas exactement une citation littéraire. Qu'est-ce qu'elle peut, une petite fleur, face aux bombes, face à la violence et face à la destruction? Évidemment, rien du tout. Mais ça peut peut-être remettre quelque chose sur l'autre plateau de la balance. La beauté des fleurs, le travail du jardinier qui continue malgré tout à soigner son jardin, qui reste fidèle à son jardin, qui lui est fidèle. Donc si cette fleur qui est clos, c'est une primevère dans les poèmes qui est clos, n'a pas de force face à l'histoire, elle nous parle aussi de quelque chose d'autre, de quelque chose qui est plus vaste que l'histoire, d'un temps qui est plus vaste que le temps de l'histoire, une éternité, l'éternité de cycle de mort et de renaissance des fleurs, ces plantes annuelles qui disparaissent en hiver et qui réapparaissent au printemps. Donc il y a une sorte d'affirmation de la vie face à la mort, d'affirmation de la beauté aussi, de la beauté de la vie face à la mort et à la laideur de la mort. Donc dans ce sens-là, oui, jardiner a encore du sens, s'occuper de fleurs, même si ça peut paraître un petit luxe et qui n'a aucune importance, qui n'a aucun poids, oui, ça a quand même du poids. Et donc voilà, d'une certaine manière, les fleurs peuvent nous aider à vivre, c'est un peu le message de Visas Aquil-West, dans des moments difficiles, dans des moments particuliers, mais finalement, la vie est toujours difficile. Et nous, ce qu'on est en train de vivre, on n'a pas la guerre, on n'a pas des avions qui passent au-dessus de nos têtes. On est toujours confronté à ça. On est toujours confronté à ce désespoir face à l'histoire. Les fleurs peuvent venir jouer un rôle dans ce sens-là. Alors, je vais vous parler aussi d'un autre jardin. J'espère que je ne vais pas trop vite, mais peut-être après, on va pouvoir revenir sur tous ces lieux, si vous avez des questions, ou si vous les connaissez, ou si vous avez d'autres lieux qui ressemblent, ou des expériences qui sont liées à ça. C'est un jardin qui se trouve finalement pas loin de Sissinghurst. C'est un jardin donc voilà, Chantal, on en a parlé il n'y a pas longtemps, dans un festival de littérature dans les Luberons. C'est le jardin un autre jardin dont je parle tout le temps, donc du coup qui revient sans arrêt. Et je vais y retourner d'ailleurs dans quelques semaines, dans 2 semaines. Je ne sais pas si vous connaissez ce lieu, c'est le jardin de Prospect Cottage, dans le Kent, donc je disais pas loin de Sissinghurst, pas loin de la côte, pas loin de la Manche, qui a été réalisé par le jardinier, par l'artiste et cinéaste, plus que jardinier, Derek Jarman. Enfin non, pas plus que jardinier, parce que finalement, personnellement, moi je suis attaché à Jarman surtout par rapport à son jardin, par rapport au jardin qu'il a fait, par rapport à tout ce qu'il a écrit sur son jardin. Là aussi, il y a un livre qui n'a jamais été traduit en français et qui mérite de l'être. C'est un des journaux de Jarman qu'il a écrit pendant qu'il aménageait ce jardin, qui s'appelle Modern Nature. C'est étrange qu'il n'ait jamais été traduit en français. Vraiment, il a été traduit dans plusieurs langues et pas en français. Ça fait partie aussi des choses que je vais faire si tout va bien dans les bon, je ne sais pas, dans les années qui viennent peut-être.
Alors là aussi, un peu d'histoire sur ce jardin. Donc là, voilà, ça c'est un autre livre par contre qui existe en français. Ça c'est les tout derniers livres qu'il a écrits sur le jardin, sur les dernières semaines de vie dans ce jardin, qui était traduit pour le coup en français. Ça c'est la version anglaise, mais il s'appelle Un dernier jardin. Pourquoi Un dernier jardin en français? Parce que c'est un beau titre en français d'ailleurs, pour le coup c'est beaucoup plus intéressant que le titre original, Derek Jarman's Garden. Parce que Derek Jarman, donc ce cinéaste, artiste, commence à aménager son jardin en 1986, quand il sait qu'il a peu de temps à vivre en fait, quand il sait qu'il a le sida. À l'époque, en plus, il y avait pratiquement rien, il n'y avait pas de traitement contre le sida, et donc on lui avait annoncé ça, et donc du coup, il a fait la chose la moins logique à faire un jardin en fait. Au lieu de faire le tour du monde ou autre chose, il a décidé de faire un jardin. Mais cette décision ne s'est pas faite tout de suite en fait. Donc pour l'histoire, il se promenait dans le Kent avec des amis, avec d'ailleurs Tilda Swinton, l'actrice que vous connaissez sans doute et qui était une de ses grandes amies, qui a joué dans pas mal de films de Jarman. Il se promenait dans le Kent et il a vu une cabane de pêcheurs qu'on voit ici, mais qui n'était pas noire. À l'époque, c'était juste une cabane de pêcheurs. C'est un paysage. Le lieu s'appelle Dungeness, que vous connaissez sûrement pas parce que c'est pas du tout touristique. On ne le visite pas. C'est une espèce de lande désertique, de galets, pas loin de la plage. Il y a une énorme centrale nucléaire, mais vraiment énorme. Et ces cabanes de pêcheurs, c'était un lieu assez abandonné, très mélancolique, très désolé. Mais justement, Jarman est tombé amoureux de la désolation. Il dit qu'il est tombé amoureux de la désolation de Dungeness. Mais vous allez voir que dans cette désolation, il y a beaucoup de vie, il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup d'enthousiasme. Et vous allez voir que ça se fait essentiellement grâce aux fleurs. Donc il décide de l'acheter. Donc sur un coup de tête, il décide de l'acheter. Et même s'il continue à vivre à Londres, il y va de temps en temps, donc dans le week-end, pour travailler tout seul avec ses amis. La maison est minuscule, on peut la visiter maintenant parce que je crois qu'elle est ouverte au public. En tout cas, c'est une résidence d'artiste actuellement, donc on peut y aller. L'intérieur, c'est vraiment minuscule. Il y a 2 petites pièces, et ça, c'est un des jardins qui est des plus visités aujourd'hui en Angleterre. Hein. C'est assez intéressant. D'autant plus qu'on peut le visiter sans y entrer, parce que il n'est pas fermé. C'est un jardin ouvert sur ce paysage désolé dont je vous parlais, ce qui est un choix tout à fait atypique pour un jardinier. Donc il achète cette maison avec son petit terrain où il n'y a pas de jardin. Et au début, évidemment, il ne pense pas du tout à faire un jardin. Enfin, je dis évidemment parce qu'il sait qu'il n'a pas beaucoup de temps devant lui. En plus, il n'y a pratiquement pas de terre, il n'y a que de galets. Il y a quelques plantes adventices qui arrivent à s'accrocher au sol. Et c'est un lieu ouvert, pas d'arbres, exposé au vent. C'est une des zones les plus sèches d'Angleterre, ce qui est étonnant, mais il ne pleut pas beaucoup à Dungeness. Donc c'est très sec. Il y a par contre, l'été, il fait très chaud. Il y a des vents très forts en hiver. Donc finalement, il y a tous les éléments pour ne pas faire un jardin. Mais les jardins arrivent peu à peu. Il raconte dans ce livre que je vous ai montré tout à l'heure, qui s'appelle Un dernier jardin, et dans le journal Modern Nature, que je vous ai cité encore plus tôt, et qui n'est pas traduit, comme je vous le disais. Il raconte qu'il commence à y prendre des galets dans la plage qui est pas loin, et à faire des dessins par terre, des carrés, des ronds, qui ont presque un pouvoir magique. Il parle de formes druidiques. Il parle des druides de son jardin. Il fait ça pour s'amuser, même s'il s'intéressait un peu à l'alchimie, à ses croyances spirituelles, sans y croire forcément, mais ça l'intéressait peut-être plus sur un plan esthétique ou sur le plan de l'imaginaire, en fait. Donc il commence à dessiner des trucs par terre, des dessins. On va les voir peut-être dans quelques images. Là, on le voyait dans un angle, en fait. Et puis, un jour, il trouve un églantier qui pousse tout seul, qui est arrivé tout seul dans le jardin, une graine, sans doute, qui est arrivée à pousser. Et ça lui donne envie de faire un jardin. Donc, il commence à ramener de la terre, à faire des trous, il met de la terre et à planter. Peu à peu, le jardin se remplit de fleurs, mais d'une façon assez spectaculaire. Là, presque anarchique, on dirait. On dirait que les fleurs, ces plantes sont plantées un peu n'importe comment par un jardinier qui ne connaît pas son travail et qui plante là où il trouve qu'il y a un peu de terre, mais pas du tout, parce que
Déjà, si on analyse la composition du jardin, on se rend compte qu'il est très très bien composé. On se rend compte que le jardinier en question, il connaît très très bien le jardinage. Et c'est le cas, il connaissait très bien les plantes et les jardins. Là, vous voyez la centrale nucléaire. Hein, donc ça, c'est normalement un paysagiste aurait tout de suite mis une barrière, quelque chose pour cacher, même à la limite pas de plantes, parce qu'il n'y a pas d'arbres, parce qu'il y a beaucoup de vent. Mais au moins quelque chose, n'importe quoi pour le cacher. Alors que là, Derek Jarman, on a l'impression qu'il invite. Ça fait un peu partie de ces paysages empruntés comme on fait au Japon, comme on le faisaient les Anglais au XVIIIe siècle. Sauf qu'il emprunte un paysage qui normalement, c'est pas une belle église gothique, c'est une centrale nucléaire. Et je vous disais, en fait, Derek Jarman, c'est un excellent jardinier. Il raconte qu'il avait appris à jardiner quand il était petit, dans le jardin, comme tous les Anglais pratiquement en fait, dans le jardin de ses parents. Il a jardiné avec son père, puis il raconte d'un voyage qu'il avait fait en Italie, enfin une résidence en Italie avec sa famille quand il était jeune, dans une villa sous les lacs majeurs. Il était fasciné par les plantes, il avait acheté son premier transplantoir, etc., etc. Et puis il jardinait chez lui en Angleterre. Et puis là, il raconte qu'il a complètement oublié le jardinage quand il est parti à Londres, il est devenu artiste, puis cinéaste. Et il a oublié le jardinage jusqu'à ce moment-là, jusqu'au moment où il achète ce terrain. Dans sa maison à Londres, dans une malle, il raconte qu'il a trouvé... Qu'est-ce qu'il y a de vrai, tout ça, je ne sais pas. Mais il raconte qu'il a trouvé dans une malle les outils de jardinage de son enfance. Il y a tout ça qui revient, y compris ses connaissances de plantes, ses connaissances du jardinage, ses connaissances des fleurs, de la manière de les mélanger, de mélanger les couleurs. Je disais, un bon jardinier anglais. Tout ça réapparaît. Donc c'est un jardin qui a quand même une composition végétale, je trouve, assez fine. Alors, il y a une petite anecdote assez amusante. Un jour, il raconte dans son journal qu'il était en train de jardiner, là, et il voit deux personnes qui s'approchent, un homme et une femme, et ces deux personnes il reconnaît Christopher Lloyd et Beth Chatto. Voilà, Chantal les connaît, mais tout le monde ne les connaît pas forcément. Ce sont deux grands personnages du jardinage anglais, en fait, hein, tous les deux décédés, malheureusement. Christopher Lloyd, d'ailleurs, avait un jardin qui n'est pas très loin de Sissinghurst, un Great Dixter, un des plus beaux jardins, très proche d'ailleurs de Sissinghurst, dans sa composition, avec de grandes masses de fleurs. On marche au milieu de ces grandes masses. Donc, du coup, il se promenait avec Beth Chatto, grande jardinière anglaise, à Dungeness. Ils ont vu de loin ce jardin. Ils se sont approchés, ils ont parlé avec Derek Jarman, qui les a reconnus, qui était très intimidé. Et finalement, ça s'est bien passé. Donc, ils lui ont posé beaucoup de questions. Christopher Lloyd est revenu, Beth Chatto a pris des notes. Et dans son jardin en Angleterre, je ne sais plus où il est, le jardin de Beth Chatto, dans le Norfolk, je pense, je ne sais plus. Donc, en tout cas, il a utilisé toutes les notes qu'elle a prises dans ce jardin-là pour faire un jardin sec, un jardin sans arrosage, un jardin de plantes qui poussent pratiquement, qui n'ont pas besoin de beaucoup de terre, de beaucoup de profondeur. Des plantes qui tolèrent la sécheresse. Donc, je vous disais, un bon jardinier, comme Derek Jarman, choisissait les plantes adaptées au sol. Donc des plantes qui n'avaient pas besoin de beaucoup de terre, ou de terre très riche, ou de terre très fertile, des plantes qui résistaient à la sécheresse, il ne pleut pas beaucoup, à la chaleur, il fait très chaud en été, au vent. Souvent, c'est des plantes méditerranéennes, ou voilà, ce type de plantes-là, santoline, etc. Et donc voilà, c'est vraiment un jardin du jardinier. Hein. Et c'est un jardin de fleurs essentiellement. Alors, évidemment, il n'y a pas d'arbres parce que, je vous le disais, c'est pas un jardin, un lieu dans lequel on peut cultiver des arbres à cause de vents très puissants. Et c'est aussi parce que Derek Jarman savait qu'il n'avait pas beaucoup de temps. Il faut du temps pour voir un arbre qui grandit. Enfin, s'il y a des jardiniers parmi vous, ils le savent très bien. Il faut se donner du temps pour voir grandir les arbres. Et puis, et aussi parce qu'il y a donc cette passion très forte pour les fleurs. Donc la fleur est au centre de c'est vraiment la matière première du jardin. Quand je suis allé la première fois dans ce jardin, en fait, il n'était pas indiqué. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il est indiqué. Il était pas du tout connu à l'époque. Il y a une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, je ne sais plus. Mais de loin, quand on se promène, quand on est en voiture à Dungeness, on voit de loin, on le voit parce qu'on voit cette masse de couleurs dans un paysage assez aride, assez gris, bleu, blanc. Et tout d'un coup, on voit cette masse de couleurs. Et ça, c'est vraiment un des éléments forts de ce jardin. C'est pas uniquement la densité, c'est aussi la force des couleurs de fleurs
qui sont là. C'est vraiment, je le disais, une affirmation de la vie, comme chez Vita Sackville West, face à la mort. Pas à la guerre, mais à la mort qui guette, à la mort qui est toujours là, la maladie, les perspectives. Alors, en plus, c'est assez drôle parce que Derek Jarman a appelé ce cottage, il a rebaptisé Prospect Cottage, une sorte de perspective, alors qu'il n'avait pas de perspective. Mais grâce au jardin, grâce aux fleurs, il y a une perspective nouvelle, qui est souvent possible, hein, malgré tout, contre tous les vents contraires, d'une certaine manière. Et c'est un jardin qui veut être vu, je disais, et ça c'est quelque chose qui me paraît intéressant parce que Derek Jarman était un militant par rapport au sida, contre le silence. Vous en souvenez peut-être, ceux qui ont connu cette époque-là. On ne voulait pas parler, tout le monde, surtout dans l'Angleterre de l'époque. On ne voulait pas parler de cette maladie-là, une maladie honteuse, une maladie qu'il fallait le plus possible cacher. Je répète, les années 80, c'est la fin des années 80, tout ça. Donc voilà, avec des actions assez spectaculaires, il voulait parler du sida. Voilà, on est là. On est malade, on est mourant, mais on est là. Et il faut parler de ça. Et on le retrouve tout ça déjà dans les toiles que peignait Derek Jarman à l'époque. Il y a un très beau livre auquel j'ai eu la chance de participer, qui va sortir dans quelques temps, dans quelques semaines, je crois, qui a été publié par le CREDAC, Centre d'art contemporain. Ils ont fait une expo sur l'œuvre de Derek Jarman. Et moi, je vais participer justement pour parler du jardin et pour dire à quel point le jardin a été important dans la vie de Derek Jarman. Il le dit lui-même, il dit dans un passage dans Modern Nature que le jardin était au centre de tout ce qu'il faisait à l'époque. Il peignait, il a fait beaucoup de films, dont un film qui s'appelle The Garden, sur le sida, qui se passe en grande partie dans ce jardin. Il écrivait beaucoup, mais le jardin, il dit, c'est au centre. Parce que le jardin, il lui permettait pas seulement de tenir tout ça ensemble, toute cette création, ce monde créatif qui était très, très riche à la fin de sa vie, mais il lui parlait, il dit aussi d'un autre temps, et c'était le cycle de mort et de résurrection de sa vie. Donc le jardin, c'est vraiment le point vital, le noyau vital de ces années de la dernière partie de la vie de Derek Jarman. Et je répète, les fleurs ont une fonction particulièrement forte dans tout ça. Donc je disais, donc il y a ce livre qui sortira dans quelques temps et qui retrace un peu tout le travail de Jarman, qui trouve dans ce lieu son centre d'inspiration principal. Alors il y a le jardinage, et il y a aussi ses œuvres, je ne sais pas comment les appeler, ces bouts de bois flottés qu'il trouvait dans la plage de Dungeness, qu'il ramassait avec des coquillages, des galets, des ferrailles. On le voit peut-être dans d'autres images. Là, c'est vraiment la lisière du jardin. Vous voyez déjà ce poteau avec ces cercles, c'est une sorte de cadran solaire, mais ça peut-être on dirait un truc un peu magique, un peu druidique, on ne sait pas trop ce que c'est. Mais ces images sont particulièrement intéressantes parce que il y a cette phrase magnifique dans son livre Modern Nature, les limites de mon jardin, c'est l'horizon. Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de clôture dans ces jardins. C'est un jardin qui est complètement ouvert, qui ne se protège pas, qui se donne même au paysage, même ce paysage ingrat, difficile ou désolé, et qui veut absolument dialoguer avec ce paysage. Et donc voilà, ces sculptures, voilà, on le voit, Derek Jarman qui installe de coquillages, de colliers de coquillages, de galets, des cailloux, de bouts de bois. Et chaque sculpture, si on peut appeler sculpture, installation, je ne sais pas quel est le terme exact, en tant qu'artiste, vous le savez peut-être un peu plus que moi, je ne sais pas comment les nommer, ces objets-là, qui font partie vraiment du jardin, qui n'ont pas une valeur décorative. D'ailleurs, Derek Jarman raconte qu'il plantait des plantes qu'il choisissait, ou qu'il installait, ou qu'il plantait ses bouts de bois ou ses ferrailles, à chaque fois, souvent en tout cas, en pensant à des amis morts. C'était presque des signes de mémoire, en fait, ou comme des croix dans un cimetière, en fait. À la fois ces sculptures et les plantes. C'est pour ça que ce jardin a parfois aussi un air un peu de cimetière, ce qui le rend pas forcément facile pour tout le monde. Je suis pas sûr que tout le monde apprécie, même ici, ce jardin. Je sais qu'il y a des gens qui le trouvent spécialement repoussant, enfin inquiétant, pas attrayant.
alors que je vous en parle avec beaucoup d'enthousiasme, mais moi je le trouve magnifique. Donc c'est un jardin de mort. Hein. Là, vous voyez quelques-unes de sculptures, hein, quelques-uns des objets qu'il avait installés dans ce jardin. Alors, c'est un jardin je disais, de la vie et de la mort. C'est d'abord un jardin de la guérison. Un jardin de guérison, c'est comme ça qu'il en parle. Il parle de ça, il parle de son jardin comme ça, un jardin de guérison. Il lisait beaucoup de livres à l'époque, des livres qu'on trouve dans sa bibliothèque, sous les pouvoirs des plantes médicinales, des plantes officinales, de plantes qui soignent, des fleurs qui soignent. La salvia, la sauge, salvia, sauve, d'où le nom latin. Donc voilà, il y avait cette idée qu'à travers les plantes, il y avait quelque chose qui pouvait sauver de la maladie, de la mort. Est-ce qu'il y croyait? Jusqu'à quel point il voyait le jardin comme une pharmacopée? C'est pas sûr du tout. En tout cas, c'est quelque chose qui l'attirait. Mais moi, je pense que le pouvoir de guérison, d'une certaine manière, du jardin n'était pas tellement là. Il était surtout dans le fait de travailler, de jardiner et de soigner le jardin, dans le soin qu'on peut apporter le jardin. Donc vous voyez qu'il y a un lien très fort avec le jardin dont je vous parlais tout à l'heure. C'est le soin que Vitas Aculves apportait aux plantes. Et pas uniquement les plantes elles-mêmes, bien sûr, hein, qui donnaient à son jardin et à ses fleurs la capacité de lui donner cet espoir de résister, etc. Et c'est la même chose ici, c'est le jardinage, c'est le travail avec les plantes, avec les fleurs, qui donne cette... qui apporte de la vie et qui nourrit l'espoir. Et qui peut porter éventuellement, pourquoi pas, à une guérison. Aujourd'hui, on parle beaucoup de jardin thérapeutique, mais moi je pense que la vie thérapeutique du jardin, elle est déjà là, hein, elle est déjà dans tout ça. Alors, quand il raconte, c'est assez touchant, les écrits de Germain sur son jardin sont vraiment touchants. Il raconte que quand il est à l'hôpital, ce n'est jamais larmoyant, pathétique ou terrifiant, hein, c'est peut-être justement parce qu'il y a toujours cette présence vitale de plantes et il raconte que quand il est à l'hôpital, à Londres, pendant de longs séjours, à cause de sa maladie, il pense à son jardin. Parfois, il s'inquiète parce qu'on lui dit qu'il y a une tempête, qu'il y a une sécheresse, et ça, donc il s'inquiète. Mais parfois, il fait des projets de plantation, de semis. Il dit, tiens, quand je vais retourner dans le jardin, je vais planter ça. Il y a une santoline qui manque là je peux ajouter ça. Donc le jardin a aussi cette fonction-là, même quand il est loin du jardin, il jardine et donc il retrouve cette dimension vitale du jardin. Et c'est comme ça que son jardin devient une sorte d'Éden, de paradis. L'image du paradis, c'est l'image la plus banale quand on parle du jardin, la plus convenue, je suis d'accord. Mais Derek Jarman, qui n'écrit pas d'une manière convenue et qui n'était pas un artiste convenu, qui essayait plutôt d'éviter les images un peu toutes faites et les clichés, mais là, il revient lui aussi sans arrêt à cette idée du jardin paradis. C'est un mot qui revient constamment dans ses écrits. Le livre qui est sorti en français, Un dernier jardin, commence avec cette phrase « Tous les jardins ont vocation, à peu près, c'est pas une citation exacte, ont vocation à être des Édens. Certains jardins le sont vraiment, le mien est un de ces jardins-là. Il y a cet orgueil de jardinier, de dire mon jardin est un vrai paradis. Mais c'est un vrai paradis. On l'imagine très bien, David Jarman, dans son jardin, retrouver toute cette harmonie avec le monde, avec lui-même, et lui-même dans le monde, grâce au travail, aux soins qu'il a apportés aux plantes et aux fleurs en particulier. Donc un Éden, un lieu d'une harmonie retrouvée, d'une harmonie possible, d'un espoir possible. Mais c'est bien sûr aussi un lieu de mort, je vous le disais. Donc les plantes et les installations rappellent la disparition de ses amis et la mort prochaine. Donc du coup la maladie qui est toujours là et qui est toujours une menace constante, même une certitude. Et le jardin cesse d'être évidemment un lieu paradisiaque. À ce moment-là, le jardin, c'est aussi un lieu de deuil, un lieu dans lequel il faut faire les comptes avec la mort, essayer d'accepter l'idée de la mort. Comme le font les plantes, en fait, comme le fait le végétal. Dans le monde végétal, la mort et la vie se mélangent constamment. Et du coup, voilà, il faut dans cette espèce de proximité avec la mort, de proximité avec les plantes, on retrouve une sorte de sagesse que les plantes peuvent nous apprendre.
Mais voilà, il y a les deux choses à la fois, donc la mort et la vie. C'est pour ça que si souvent il compare son jardin à un Éden, il le compare aussi, il parle de son jardin comme d'Éden et Gethsémani. Gethsémani, c'est, vous savez, le mont des Oliviers, là dans l'Évangile, où le Christ passe sa dernière nuit, jusqu'avant sa mort, enfin après son arrestation. Donc il se prépare dans ce jardin à ce qui va arriver. Donc c'est les deux choses à la fois, la mort, la vie, l'acceptation de la mort, aussi l'acceptation de la vie, et les deux choses se mélangent. Mais il y a un très beau passage dans lequel Germain raconte aussi des moments presque d'illumination, des épiphanies qui se passent dans le jardin, où il a accès, en jardinant, à un autre temps, un temps plus vaste que celui de la mort et de la vie, et même de cycles de saison et des cycles de la mort et de la naissance des plantes ou des hommes. C'est une sorte d'éternité, voilà, une sorte qu'il n'arrive pas à nommer, qu'il n'arrive pas à définir, parce qu'il n'est pas philosophe non plus, mais qu'il essaie toujours de retrouver et d'évoquer à travers son travail dans les jardins, son travail en tant que cinéaste, son travail en tant qu'artiste. Voilà, donc le jardin c'est un lieu de désespoir, mais aussi un lieu d'espoir. Les paysagistes Jules Clément a dit que le jardin est un territoire mental de l'espérance, mais c'est tout à fait ça. Ça, les jardiniers le savent. À chaque fois qu'on met une graine, c'est parce qu'on pense à demain, même si demain est très incertain, même si le futur est plein de menaces. Voilà, on ne peut pas faire autrement. C'est presque inscrit dans les gestes du jardinier, en fait. L'espoir fait partie du geste même du jardinier. On plante pour l'avenir, on plante parce qu'on est porté par un espoir qui est plus grand que nous, d'une certaine manière. Et on s'inscrit forcément toujours dans un temps plus vaste que celui de notre vie, de notre existence. Évidemment, c'est vrai surtout quand on plante des arbres, mais c'est vrai aussi quand on plante une petite fleur annuelle qui va mourir, qui va se ressaimer, et la vie va continuer à sa manière. Donc tout ça, ça se mélange dans les jardins, et les fleurs deviennent une sorte de symbole absolu et parfaite de ce cycle de mort et de renaissance, de espoir et d'espoir, Éden et Gethsémani. Voilà, mais encore une fois, on voit que les plantes, là, nous aident en tout cas ce jardinier à vivre, et l'aident je ne sais pas si j'ai encore un petit moment, aident à vivre, aident à trouver la force, l'espoir nécessaire pour vivre, et peut-être même pas uniquement à vivre, à survivre malgré tout, mais à accéder à une sorte de plénitude dans la vie, de vie plus pleine, de plus complète, de vie qui dépasse les limites de notre petite existence humaine ou individuelle, mais beaucoup plus vaste, beaucoup plus profonde, presque sans limite, un peu comme le jardin qui s'ouvre sur les paysages, qui s'ouvre à cette grande expérience du jardin et du monde qu'il ne pourra jamais contenir, mais bon, voilà, il est là. Il y a encore au moins un jardinier ou une jardinière dont je voulais vous parler, un peu peut-être plus rapidement, peut-être pour faire plus court, que vous connaissez sans doute. C'est un jardin plus lointain dans le temps, on est au 19e siècle, c'est le jardin de... Alors là, on est encore chez Derek Jarman, vous voyez cette croix, hein, c'est vraiment tout un symbole. Hein. Ça, je voulais vous parler aussi. Je n'ai pas beaucoup parlé de fleurs finalement. Mais ça, c'est une plante qui est très chère à Derek Jarman, c'est le Cranbe maritima. On appelle ça le chou marin en français, je pense. C'est pas une plante pour tous les jardins. Moi, je ne vais pas l'avoir parce que dans mon jardin, il y a une terre très, très lourde, alors que c'est une terre qui aime bien justement le sol, comme à Dungeness, très sec, très drainant. C'est une plante qui fait de floraison absolument magnifique, splendide, de petites fleurs blanches qui attirent plein de papillons au printemps, qui exhalent un parfum de miel absolument sublime après, et qui disparaît pendant l'hiver, et qui revient quand même. Et en même temps, donc c'est tout à fait l'exemple, voilà, ce symbole de vie, de mort, de la naissance, de disparition et d'apparition. Et c'est en même temps une plante de Dungeness, c'est une plante qui poussait à l'état sauvage. Les Cranbe maritima, Germain ne les achetait pas, il les trouvait. C'est une des plantes coriaces qui arrivait à résister, quoi. Une plante de résistance, d'une certaine manière. Une fleur de résistance, si vous voulez. Bon, voilà encore quelques images du jardin de Derek Jarman. Je ne sais pas si vous allez avoir les couleurs, donc c'est pas forcément... Le rendu n'est pas parfait, donc c'est beaucoup plus beau en vrai. On peut y aller d'ailleurs,
parce que le jardin est ouvert en fait. Donc du coup, il faut y aller au bon moment quand il n'y a pas trop de monde, parce qu'il y a toujours des voitures, des gens qui se garent autour du jardin, font des photos, parfois qui rentrent dans les jardins, même si finalement c'est pas un jardin qu'on visite. Mais non, il n'est pas habité. Il n'y a plus personne qui habite. Le compagnon de Derek Jarman y habitait après sa mort. Puis il est mort. Maintenant, il y a un trust qui a été créé et qui a transformé ces lieux en résidence d'artistes. Donc voilà, je reviens sur encore un jardin dont je voulais vous parler, beaucoup plus sage, beaucoup plus convenu d'une certaine manière comme tout style de jardin, parce qu'on est au 19e siècle, donc c'est un jardin très fleuri, avec sa jolie pelouse. Donc c'est le jardin de la famille d'Emily Dickinson, c'est pas le jardin d'Emily Dickinson. On est en Nouvelle-Angleterre. On est en Nouvelle-Angleterre et vous connaissez sans doute au moins sinon les poèmes qui sont traduits, qui existent en nombreuses traductions, nombreuses versions en français. La vie très étrange de cette poète ou poétesse, je ne sais pas comment il faut dire, qui a vécu pratiquement sa vie en réclusion dans sa maison en Nouvelle-Angleterre. Enfin, pas toute sa vie, c'est à partir de l'âge de 30 ans qu'elle ne sortait plus. Donc les deux lieux de sa vie, les deux lieux où se déroulait sa vie, c'était sa chambre, qui était aussi son bureau, dans lequel elle écrivait, au premier étage de la maison, et le jardin qu'elle voyait au-delà de sa maison. Je sais pas, je crois que j'ai d'autres images. Donc ça, c'est Emily Dickinson, image iconique. Je crois que c'est la seule image d'elle, avec un bouquet de pensées dans la main. C'est une image absolument étonnante. On voit cette femme qui a l'air toute fragile, toute petite, un peu comme une petite pensée, mais je crois qu'on sent quand même la force, la puissance du regard. C'est la même force, c'est le même mélange de délicatesse, de fragilité et de peut-être même de modestie et de force, de détermination qu'on sent dans sa poésie. Donc ça, c'est le jardin, un jardin de fleurs qui a été transformé après au XXe siècle, plusieurs fois, comme la plupart des jardins. Évidemment, vous savez, les jardins changent tout le temps d'aspect. Et on a créé un musée Emily Dickinson dans cette maison. On a retrouvé, par des petites fouilles archéologiques, à peu près le positionnement des plates-bandes. Et on connaît les fleurs qu'il plantait grâce à ses poèmes, parce que ces poèmes sont omniprésents les fleurs sont omniprésentes dans sa poésie. Et grâce aussi aux lettres dans lesquelles elle cite telle ou telle fleur aimée, cultivée, achetée chez des pépiniéristes avec des catalogues qu'elle recevait. Elle connaissait la botanique, elle connaissait les plantes. On a recréé les plates-bandes, à peu près la palette végétale plutôt convenue, delphinium, là dans cette partie, dans ces plates-bandes, delphinium, zinnia, dahlia, enfin les plantes, les hortensias, les plantes qu'on aimait au 19e siècle, en Angleterre et aux États-Unis. Enfin, c'est à peu près le même style dans ce monde de jardin. Mais c'est évidemment l'esprit, enfin tout ce qu'il y a derrière ces plantes qui est absolument passionnant. Ce qui rend ces fleurs uniques, c'est parce qu'Emily Dickinson les soignait, c'est parce qu'elle jardinait dans ce jardin-là. D'ailleurs, elle était plus connue comme jardinière que comme poétesse. À l'époque, personne ne savait à Amherst est le nom du village, de la petite ville où elle habitait, personne ne savait qu'elle écrivait des poèmes. Elle était complètement méconnue comme poétesse. Elle envoyait quelquefois des poèmes à des revues, à des gens qui ne les comprenaient absolument pas, même à des poètes célèbres de l'époque, avec qui il avait une petite correspondance, mais qui la prenait un peu de haut, parce que c'était une femme. Elle habitait dans cette grande maison bourgeoise, elle ne sortait jamais, elle aimait les fleurs, elle faisait des petits bouquets. Donc, est-ce que sa poésie pouvait avoir... En fait, il ne comprenait pas ils étaient bien au-dessous de ce poème, qui parfois, quand il est publié dans des revues, déjà les rédacteurs modifiaient la ponctuation, il a banalisé, parce que c'était un peu bien trop en avance sur l'époque. La poésie encore aujourd'hui, la poésie d'Emily Dickinson, elle est un peu déroutante quand on la lit, notamment la ponctuation, le rythme, il y a des césures, des ruptures qui sont très étranges. Donc il jardinait dans ses jardins.
Elle jardinait aussi dans cette petite serre, serre, c'est plutôt une véranda d'ailleurs, que son père avait construit pour elle quand elle avait 25 ans, et qui était le lieu le plus... c'était comme aussi fort que sa maison, que sa chambre en fait. C'est là que tout se passait en fait pour elle. Elle passait un temps fou à jardiner dans cette véranda. Des petites anecdotes intéressantes, plutôt touchant d'ailleurs. À un moment donné, elle avait un problème aux yeux, une infection sans doute. Elle devait éviter donc la lumière du jour et elle jardinait avec une lampe à côté d'elle le soir, la nuit ou le matin avant l'aube. Et quand elle a soigné ses yeux, elle a continué à jardiner comme ça à ces heures-là. Donc quand tout était plus calme, plus tranquille, plus silencieux, avec sa lampe à côté. Donc j'essaie d'imaginer la scène. Et dans cette serre, elle cultivait des plantes de toutes sortes, des fleurs. Complètement exotiques, évidemment, hein, donc les fleurs qu'elle ne pouvait pas cultiver en plein air, qui avaient besoin d'un climat particulier, qui venaient d'Europe. Il y avait des jasmins, des plantes méditerranéennes, des plantes qui venaient d'Amérique. C'est assez intéressant le fait qu'elle était très intéressée par les plantes, disons, des pays tropicaux, de climat tropical, parce qu'on disait à l'époque, j'ai découvert ça en lisant un livre sur le jardinage de l'époque, on pensait que le jardin de l'Éden, dans les jardins de l'Éden, on trouvait des plantes comme celles qu'on trouvait au Brésil, par exemple, pour quelques raisons. J'imagine que c'était parce que, dans une forêt tropicale, on a des fleurs et des plantes toute l'année. Et dans l'Éden, la Bible nous raconte qu'il y avait des fruits, donc des fleurs toute l'année. Donc il n'y avait pas d'hiver, il n'y avait pas de saison morte. Donc voilà, dans sa tête, ça résonnait d'une manière assez... Alors, mais ce qui est très touchant, c'est que dans sa vie de recluse, en fait, très confinée dans son jardin et dans sa chambre, il y avait ces grandes ouvertures qui faisaient à la fois à travers la poésie et à travers les fleurs. Et elle disait, je n'ai qu'à faire quelques pas, peut-être dans cette serre, pour aller dans les îles, pour voyager dans les îles aux épices. Donc c'était les fleurs tropicales qui la faisaient voyager très très loin. Et puis il y a aussi une autre sorte de jardin, si on peut dire, dans la vie d'Emily Dickinson, c'est son herbier, qu'on peut voir, pas tellement... il est conservé à Harvard, à l'université, à la bibliothèque d'Harvard. C'est pas facile de le visiter, on ne le donne pas à tout le monde, c'est très précieux, donc on le sort dans des occasions très rares. Donc plusieurs volumes, très très beaux volumes en peau, etc. Mais on peut les voir, donc ils ont été numérisés, donc on peut les voir sur la... Donc ça c'est l'intérieur de la véranda. Moi je l'imagine donc tel qu'il est aujourd'hui, il a été restauré, enfin la véranda a été reconstruite complètement. Moi, j'ai envie de l'imaginer beaucoup plus foisonnant que ça, beaucoup plus proche d'une jungle, d'une forêt brésilienne que ça, mais bon. Voilà, ça c'est l'herbier. Donc voilà, avec parfois le nom latin, pas ici dans cette page, ou le nom anglais. C'était les fleurs qu'elle ramassait. Elle commence assez jeune à faire son herbier, qu'elle ramassait quand elle sortait encore, hein, notamment avec ses sorties de classe à l'école. Hein, ils allaient dans les bois de Nouvelle-Angleterre, autour d'Amherst. Et elle raconte, c'est assez touchant, elle dit, on me disait, fais attention, mes parents me disaient, fais attention quand tu vas dans les bois, tu peux retrouver des serpents ou des esprits malins, et moi je rencontrais que des anges. Et ces anges étaient, bien sûr, les fleurs, les anémones des bois, les jacinthes de bois, on peut imaginer. Mais elle ramassait ces fleurs sauvages, qu'il aimait beaucoup. Il n'y avait pas beaucoup de fleurs sauvages dans son jardin, j'imagine, mais il y en avait dans son herbier, en tout cas. Puis il y a, bien sûr, dans l'herbier, il y a des fleurs du jardin et de fleurs exotiques, donc de fleurs qui venaient de loin, qu'il commandait dans les pépinières, qu'il faisait venir d'Amérique, d'Europe, etc. Une autre image de l'herbier. Voilà. Donc, je voulais peut-être terminer cette partie sur... Je voulais terminer, en fait, sur mon intervention sur ce petit poème d'Emily Dickinson. Je ne sais pas si c'est le plus beau poème qu'elle a écrit, peut-être pas, mais c'est un beau poème. Et on voit quelque chose que j'essayais de vous dire jusque-là. Là, on est un peu au contraire, enfin, c'est un peu l'opposé de votre intervention. Là, on est vraiment du côté anthropocentré, quoi. C'est pas le fleur, c'est comment on le vit, le fleur. Comment les fleurs résonnent en nous. Et là, on voit très bien, si on lit ces poèmes, qu'Emily Dickinson parlait d'elle-même, ou d'un être humain. Fleurir est aboutir. Qui rencontre une fleur et l'observe en passant soupçonne à peine les rôles d'un détail mineur.
dans l'entreprise brillante et compliquée, mais c'est un peu ce que vous expliquez, qui se présente sous la forme d'un papillon offert au méridien. Remplir le bourgeon, combattre le verre, obtenir son droit de rosée, régler la chaleur, échapper au vent, éviter la baie qui rôde, ne pas décevoir la grande nature, l'attendre ces jours-là, être fleur est une profonde responsabilité. Donc voilà. Je ne sais pas si ça vaut le coup que j'ajoute quelque chose après. Je pense que ça vaut le coup de laisser le mot de la fin. Emily Dickinson, mais finalement, voilà, tout est là. Hein. Comment il y a une proximité, en fait. Dans tous les exemples qu'on a vus, là, que ce soit Derek Jarman, Vita Sackville-West, Emily Dickinson, mais les exemples peuvent vraiment se multiplier. Et on peut trouver ça chez nous, s'il y a des jardiniers. Comment les fleurs nous aident vraiment à vivre et à trouver un autre rapport au monde, parfois, par moment, bien sûr. Des ouvertures qu'on n'a pas facilement dans la vie. Et je ne sais pas si c'est la réponse à la question que vous posiez au début. Hein, qu'est-ce que la perfection des fleurs ? Ce n'est pas une réponse objective. C'est plutôt quel genre de plénitude les fleurs peuvent nous offrir ? Quelle sorte d'expérience du monde qui parfois ressemble à la perfection elles peuvent nous offrir. Voilà. Merci beaucoup. C'était un peu flottant, j'ai passé un peu d'un truc à l'autre. Mais alors, parmi les choses, évidemment, les 1000 choses que j'ai oublié de vous dire, il y a juste encore, puisque je vais terminer avec un poème d'Emily Dickinson, j'aurais dû quand même au moins citer quelques vers du poème de Vita Sackville-West, et j'ai envie de le faire parce que on n'est pas dans les fleurs là, plutôt dans le jardin, plus en général. Parfois, quand je parle de jardin, on me dit mais qu'est-ce qu'un jardin pour vous ? Mais qu'est-ce qu'un jardin ? Évidemment, on ne sait pas trop ce que c'est qu'un jardin. On ne peut pas le définir, il n'y a pas de définition possible pour moi. Mais parfois, il y a des définitions qui s'approchent, qui peuvent nous donner vraiment de... Alors, Vita Sackville-West, c'est pour ça que je tiens à vous le dire, on a trouvé une qui me plut tellement que je l'ai utilisée pour un livre que vous avez cité, Un petit monde, un monde parfait. Je l'ai volé à Vita Sackville-West. En fait, c'est un vers de Vita Sackville-West. Quand elle raconte justement de son jardin en temps de guerre et des raisons qui l'a poussé à jardiner malgré tout, elle explique aussi dans ce vers, hein, parce que dans son jardin, elle trouvait un monde à l'intérieur d'un monde perdu, un petit monde, un monde parfait, un ton aveugle, une petite chouette qui voit dans les ténèbres. Je pense que tout est dit là, vraiment, une petite chouette qui voit dans les ténèbres. Et voilà, c'est encore une fois cette ouverture-là que le jardin peut nous donner. Mais vous avez peut-être des remarques, des questions Merci beaucoup. Effectivement, s'il y a des remarques ou des questions, c'est le moment. Je comprends bien les leçons du premier jardin par rapport à la guerre, le jardin de Derek Jarman aussi, espèce de rôle vital. Je comprends un peu moins bien le message sur le jardin d'Emily Dickinson. Tu le vois comme quelque chose de... un voyage immobile, comme tu l'as dit, avec l'histoire de la serre, où finalement elle peut parcourir le monde uniquement en jetant un coup d'œil sur le jardin. Quelle est la vraie leçon au-delà de la beauté des fleurs ? Oui, bien sûr. Tout à fait. En fait, j'aurais dû en parler si j'avais prévu d'en parler. C'est finalement le plus important dans cette partie-là. Ce n'est pas uniquement le fait de pouvoir sortir de l'isolement. Ce n'est pas juste un moyen de s'évader finalement. D'autant plus que ce n'est pas une évasion dont elle avait besoin. Emily Dickinson, c'était un choix volontaire de vivre de cette manière-là, à la fois enfermée et dans ces genres d'ouverture. Mais c'est aussi autre chose. Il y a beaucoup plus que ça. Là, encore une fois, les fleurs chez Emily Dickinson sont un moyen pour atteindre quelque chose une expérience de la vie beaucoup plus vaste, un temps beaucoup plus vaste que le temps, encore une fois, de la mort, de la naissance, une sorte d'éternité dont elle parle en ces termes-là, pour le coup, d'une manière beaucoup plus claire d'ailleurs que Derek Jarman ou Vita Sackville-West. C'est quelque chose, une ouverture absolument, c'est une sorte d'ascèse spirituelle qui se fait par rapport à la fleur, et aussi bien sûr à la sensualité qui est liée à la fleur, hein, donc le parfum, le toucher, la beauté sensuelle, physique de la fleur, mais qui ouvre sur une réalité spirituelle qui est très proche de la révélation divine. Elle associe très souvent les fleurs au Saint, au Christ, à Dieu. Alors, Emily Dickinson n'était pas une chrétienne dogmatique, évidemment.
Cette ouverture-là, c'est quelque chose de... Aujourd'hui, on parlait effectivement... Spirituel, mais très très hautement spirituel. Donc c'est un vecteur un accès à quelque chose de très très fort. Une spiritualité, finalement, dont elle avait besoin, qu'elle cherchait dans sa vie de femme, d'être humain, et dans sa poésie. Et les deux, la poésie et les fleurs, permettaient de... Pas seulement c'était pas des symboles, les fleurs, c'est pas des symboles de quelque chose. C'est vraiment des moyens d'atteindre, de toucher, de presque de la main cette réalité beaucoup plus vaste, beaucoup plus profonde et beaucoup plus indicible. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions, remarques? Oui, Quentin Hiernaut. En fait, par rapport à Emily Dickinson, ce que vous dites maintenant, ça me fait penser quand même au mouvement romantique. Alors je ne sais pas trop si lisait ces auteurs. Oui, bien sûr. Oui. Parce que c'est vraiment, ce que vous dites là, ça renvoie vraiment à ça, à l'idée qu'on atteint le divin à travers la nature. Oui, il y a un besoin de retrouver un lien avec la nature. Mais pour les romantiques, il me semble que pour les romantiques, il y a cette... Il y a une sorte de rejet de la civilisation, de rejet de l'histoire, et donc le retour à la nature, et surtout à la nature sauvage, c'est une manière de sortir de la modernité, d'une certaine manière, de répondre à la modernité avec quelque chose d'autre, donc avec la nature en fait. Donc la nature devient une sorte d'opposé de la culture, si j'explique ça assez mal. C'est pas tout à fait ça, mais ça fait partie d'une sorte de révolte contre l'histoire, contre l'époque, contre la modernité. Chez Emily Dickinson, c'est quelque chose d'un peu plus profond, d'un peu plus subtil, d'un peu plus personnel, d'un peu plus, il me semble, d'un peu plus existentiel. C'est plus proche de son expérience vraiment de la vie, d'elle-même dans le monde. Donc, et est-ce qu'elle était romantique elle-même, jusqu'à quel point? Je suis sûr qu'elle lisait les grands textes romantiques, les Wordsworth, les Keats, oui, je pense qu'on peut la qualifier de romantique, même si elle n'était pas tout à fait romantique. En tout cas, oui, il y a un lien très fort, très personnel, très presque anthropocentrique, comme vous disiez, au végétal. Et pourquoi elle a décidé de plus sortir? C'est pas vraiment une décision. Je pense qu'un médecin vous dira que c'est de l'agoraphobie ou quelque chose, une sorte de peur du monde. Sans doute, elle avait un peu peur du monde, du contact humain. Elle vivait à la fin, elle avait presque plus de contact avec les humains, même avec les gens de sa famille qui vivaient dans sa grande maison, avec ses quelques amis qui continuaient qui allaient la voir. Il parlait avec eux à travers la porte fermée de la chambre. Il était vraiment dans sa chambre à la fin de sa vie. Et quand il y a eu l'enterrement de son père, enfin la cérémonie après l'enterrement de son père qui était mort, au rez-de-chaussée de la maison, elle n'a pas participé à la cérémonie, elle restait au premier étage. Elle a ouvert la porte pour pouvoir entendre et participer à sa manière. Cette distance, c'est une manière de participer au monde, mais avec une distance, pour sortir un peu de la dimension de la maladie, parce que c'est peut-être une maladie psychologique ou une névrose, je ne sais pas comment il faut l'appeler. C'est une manière d'exister qu'elle avait trouvée qui ne la faisait pas souffrir tant que ça, finalement. Elle était peut-être heureuse de cette manière-là. Il y a aussi une autre anecdote, elle raconte que c'est une de ses nièces qui raconte que quand elle était petite, elle était dans la maison, donc, et Emily Dickinson lui a dit de venir dans sa chambre, peut-être voulait lui montrer quelque chose. Après, elle a fermé la porte de la chambre derrière elle étaient rentrées. Elle a fermé la porte avec une clé invisible, imaginaire, et lui a dit voilà, ici c'est la liberté. Donc, est-ce qu'elle était malheureuse dans cet enfermement, avec son monde où il y avait des fleurs et des livres, et la poésie? Peut-être pas. Y a-t-il d'autres questions, remarques? Moi, j'en aurais peut-être juste une dernière. Vous avez évoqué votre jardin par la bande. Quelle est la place des fleurs dans votre jardin et quelle est la fonction que vous lui attribuez? Ça, c'est un peu plus difficile. C'est toujours difficile de parler. C'est plus facile de parler des autres, mais enfin, en tout cas pour moi. Mais donc, du coup, je me suis dit, je vais mettre des images de mon jardin.
Puis bon, mais c'est plus difficile. Mais pour moi, évidemment, il y a des fleurs dans mon jardin, comme dans tous les jardins. Mais il y a beaucoup de fleurs sauvages. Et ça, c'est parce que... déjà, j'aime bien mélanger les fleurs sauvages et les fleurs horticoles, les églantiers et les rosiers anglais. Mais Vitas Aquiles faisait exactement la même chose. Aujourd'hui, à Sessingus, il n'y a plus beaucoup de fleurs sauvages. C'est ce qu'on peut regretter dans ces jardins qui est entretenu d'une façon admirable par les National Trust. Mais on jardine un peu trop, peut-être. Et du coup, alors que Vitas Aquiles laissait les plantes adventices dans les interstices, sous les marches, un peu à droite, à gauche. Et moi, j'aime bien, pas seulement dans les interstices, qu'ils prennent une place, et j'aime bien voir ces mélanges entre les fleurs horticoles qu'on a plantées soi-même, donc qui viennent du jardinier, et du génie naturel, bien sûr, de la nature qui a créé, avec les stratégies qu'on a vues, très complexes, et des jardiniers qui ont créé des hybrides, etc. Et les choses qui apparaissent toutes seules. La dimension spontanée du jardin me paraît tout à fait intéressante par rapport à la dimension de ce qui est voulu, de ce qui est décidé. Et c'est un peu tout le jardin qui est un peu comme ça. C'est à la fois, il est peut-être ni fait ni à faire d'une certaine manière, parce qu'il y a une idée, il y a un travail, il y a une structure, et il y a tout le reste qui vient tout seul et qui fait partie de la vie du jardinage, mais c'est pas une invention, ça se fait de plus en plus, ces sortes de jardins, du jardinage qu'on ne sait pas comment appeler, sauvage, naturel, spontané, vous savez, ces termes sont toujours inadaptés, mais les fleurs sauvages jouent en tout cas un rôle important parce que, pas uniquement parce qu'elles ne sont pas voulues, parce que c'est elles qui veulent être là, mais il faut leur faire de la place quand même, mais parce qu'elles apportent cet élément. Alors, c'est un peu la question que vous posiez d'ailleurs au début, l'émerveillement. Finalement, je n'ai pas tout à fait répondu à cette question, mais peut-être c'est l'émerveillement, en tout cas pour moi, voilà, c'est plutôt là, dans l'inattendu, dans ce qui surgit spontanément dans les jardins, dans ces lieux qui est un peu notre lieu, dans lesquels on peut avoir la prétention de ne pas tout maîtriser, de ne pas tout contrôler, de laisser de la place, et parfois beaucoup de place à ce qui peut surgir spontanément, et donc laisser de la place à l'émerveillement. Et ça, c'est le don du jardin, et ça, c'est le don des fleurs. Et aussi des arbres, parce qu'il y a aussi des arbres comme les mirobolants dont vous parliez au début, qui arrivent tout seuls et que je laisse parfois s'il y a de la place. Mais c'est surtout les fleurs. Là, ça fait donc du coup au printemps, il y a une masse de fleurs. Ça aussi, ce n'est pas une invention absolument géniale. Je fais avec la débroussailleuse, je fais des cheminements. Donc on chemine au milieu de fleurs sauvages qui sont parfois plus hautes que vous. Une sorte de labyrinthe fleuri. On a l'impression de se perdre un peu dans ces méandres. Voilà, on ne sait pas trop ce que c'est assez étonnant. Il y a des églantiers qui étaient là quand j'ai acheté cette maison, qui étaient juste qu'on avait oublié de faucher, tout simplement, et qui maintenant sont des montagnes. Alors, quand ils sont en fleurs, ils sont absolument magnifiques. Et ça, c'est pas mal pour moi. Ça donne aussi un peu de sens, je ne dirais pas politique, parce que c'est beaucoup trop prétentieux de dire ça, mais vous savez, la Brie, c'est une région céréalière, quoi. C'est une région de champs de blé. C'est une région qui a été sacrifiée entièrement à l'agriculture intensive. Donc, c'est des paysages désolés, mais beaucoup plus désolés que les paysages de Dungeness. Parce que c'est pas la même chose, un paysage de galets balayé par le vent, et un paysage dans lequel on coupe tout ce qui pousse, parce qu'il faut que les tracteurs, les engins puissent passer sans entrave. C'est vraiment un paysage de mort, quoi. Alors sans vouloir évidemment répéter l'histoire que je racontais de Jarman qui doit faire face à sa maladie, de Vitas Aquiles qui fait face à sa mort, à la guerre, Emily Dickinson qui fait face à sa solitude. Mais mon jardin doit faire face à ces territoires un peu mortifères, quoi, dévitalisés, dans lesquels il n'y a plus d'histoire, il n'y a plus rien, quoi. Tout est sacrifié à une vision parfaitement productiviste de la terre, du sol et du paysage, où la beauté n'a plus aucune place. Enfin, personne, aucun paysan laisserait, aucun agriculteur laisserait pousser un arbre juste parce qu'il est beau. On rase tout. Donc, voir dans ces jardins, c'est un peu comme dans Dungeness, je vous disais, quand on arrive de loin, on voit cette masse de fleurs, sans avoir la prétention, je n'ai pas fait un jardin aussi beau que celui des Jarman, mais quand on voit un jardin comme le mien, comme les jardins de certains de mes voisins, tout d'un coup on voit des fleurs, on voit des plantes, on voit des choses qui se passent. On voit de la vie au milieu de champs de blé, au milieu de routes départementales, des silos, et de silos et de châteaux d'eau.
Ça a un peu de sens aussi par rapport à ça. Parfois, on se demande à quoi servent les jardins. Ils servent aussi à ça, quoi. Et comment les jardins peuvent nous aider à vivre, ou les fleurs, ça nous aide aussi à vivre à ça. Moi, ça me permet de vivre dans ces paysages dans lesquels je ne pourrais pas vivre autrement, quoi.